Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, je remercie les organisateurs ainsi que Richard Villet et Emmanuel Chartier-Castler d'avoir fait une place à l'imagerie. Le sujet qui m'est proposé, l'imagerie des troubles de la statique pelvienne, est vaste et je vais donc limiter l'exposé aux prolapsus génitaux urinaires de la femme. Comme on le sait, il y en a 4. La vessie, l'utérus, le rectum, mais aussi le 4e compartiment, qui est le compartiment péritonéal, qui est souvent méconnu, en particulier par l'examen clinique. L'examen clinique est fondamental. Il implique un interrogatoire fouillé de l'ensemble des antécédents et des symptômes et un examen clinique d'expert, avec parfois même des manœuvres subtiles, c'est issu du livre de Richard Villet, pour détecter une érythrocèle en position debout, en poussée. Mais malgré cette sophistication, il faut bien reconnaître que l'examen clinique, s'il est bon pour la détection des descentes de vessie de l'utérus ou des rectocèles, est relativement médiocre pour ce qui est des entérocèles ou érythrocèles, car l'examen clinique méconnaît environ, toutes les séries s'accordent à ça, à environ une érythrocèle sur 2. Or, 95% des patientes qui sont adressées pour un prolapsus présentent un prolapsus de l'ensemble des étages pelvipérinéaux. Et d'autre part, la révélation d'une pathologie ou d'un prolapsus méconnu ou sous-estimé par la clinique peut conduire à la modification de la stratégie ou de l'abord chirurgical. Pourquoi la clinique est inférieure sur certains points à l'imagerie? D'abord parce que l'examen clinique est variable entre l'examen qui est fait tôt le matin d'une femme qui présente un prolapsus et tard le soir. D'autre part, l'examen clinique est réalisé par un toucher vaginal ou un spéculum, alors qu'il n'y a pas de refoulement avec l'imagerie. L'examen clinique palpe le contenu, l'imagerie le voit. Enfin, s'oppose le Valsalva en position couchée avec la défécation, qui est la preuve d'une évacuation maximum en imagerie. Quelles sont les méthodes à notre disposition? Il y a d'abord l'échographie, ici par voie périnéale, en coupe sagittale. On voit ici d'avant en arrière la vessie, l'urètre, le vagin et le rectum. Et au cours des efforts de poussée, une descente de la vessie, une descente du dôme vaginal, et en arrière du dôme vaginal, on voit ici le compartiment péritonéal qui descend. Il s'agit donc bien d'une érythrocèle en arrière de la cystoctose et de la descente du fond vaginal chez cette patiente hystérectomisée. Mais l'échographie a ses limites. Elle est effectuée en décubitus, son champ d'exploration est limité, et surtout, elle est effectuée en poussée abdominale, c'est-à-dire une poussée qui est non contrôlable et non mesurée. Elle nécessite une formation et une expérience majeure, et en fait, cet examen est souvent un examen de débrouillage des gynécologues qui ont toujours un échographe à portée de main. Néanmoins, si l'échographie dynamique a ses limites, l'échographie morphologique, elle, présente un tout autre intérêt sur le plan morphologique. C'est d'abord l'étude des prothèses en post-opératoire. On voit ici en coupe sagittale, en échographie, par voie introïtale, au niveau de l'orifice externe du vagin, le vagin ici, la prothèse antérieure, la prothèse postérieure rectale d'une promontofixation. Ici, sur une coupe axiale, toujours par voie introïtale, on voit ici la vessie et ici la bandelette de fixation antérieure qu'on retrouvait ici. De la même façon, les bandelettes sous-urétrales qui sont utilisées pour la correction de l'incontinence urinaire d'effort peuvent présenter des anomalies. Celles-ci sont très bien visibles en échographie. Ici, un exemple d'un TOT dérivé du Tension Free Vaginal Tape mis au point par Ulmsten dans les années moyennes de 90. On voit ici en coupe axiale au repos l'urètre et la bandelette qui est au repos et qui se tend comme un hamac sous-urétral lors des efforts de poussée pour comprimer l'urètre. On le voit encore mieux ici sur ces coupes sagittales de la même patiente, le col vésical, la symphyse pubienne, l'urètre, et ici la bandelette entre les deux flèches. Et lors des efforts de poussée, une rotation et une descente du col vésical autour du bord inférieur de la symphyse, témoignant d'une hypermobilité cervico-urétrale, tandis que se tend la bandelette qui va interrompre les fuites d'urine intempestives. L'échographie, bien sûr, et je ne vais pas détailler ça, montrera les lésions gynécologiques qui peuvent être
associer et survenir au moment du prolapsus. Enfin, l'échographie est le premier examen par voie endo-anale à mettre en œuvre en cas d'une lésion du sphincter, en particulier dans les incontinences anales, avec une sonde à 360 degrés. On voit ici en noir le sphincter interne, en gris clair le sphincter externe, et on voit une rupture ici du cadran antérieur droit du sphincter. L'IRM pour le sphincter anal n'est réservé qu'à des cas particuliers. On voit ici une lésion du sphincter postérieur gauche, l'IRM étant réservé au grand délabrement du sphincter ou en cas d'impossibilité technique d'une échographie endo-anale. En fait, l'imagerie des prolapsus repose, à notre avis, essentiellement sur deux principes qui sont la compétition des prolapsus, qui va être reflétée par l'alternance et la réplétion de la vidange des organes creux, et d'autre part une poussée abdominale maximum qui doit être contrôlée, c'est-à-dire lors de la défécation. Ces deux examens sont la colpocystodéfécographie et l'IRM dynamique. La colpocystodéfécographie est l'héritière du vieux colpocystogramme de Béthou qui date des années 50, qui avait l'intérêt d'opacifier les organes creux avec une image relativement artistique en fin d'examen, mais qui ne comportait pas de cliché mictionnel, pas de défécographie, c'est un examen en poussée, donc pas d'appréciation sphinctérienne, et qui, comble du malheur, comportait une irradiation. La colpocystodéfécographie, elle, comporte une quadruple opacification de l'intestin grêle, de la vessie, du vagin et du rectum. Elle comporte d'abord un premier temps qui est celui de la cystographie, afin de se débarrasser d'une vessie trop pleine qui gênerait la descente des autres prolapsus. Puis, après la phase cystographique, commence la phase de défécographie, où l'on voit petit à petit apparaître ici la descente vésicale, la descente du dôme vaginal et de l'utérus, une volumineuse rectocèle qui devient petit à petit un prolapsus rectal interne avec prolongement intra-anal et avec une intussusception rectale intra-anale complète en fin d'évacuation. Mais on voit ici qu'au cours de l'évacuation, ici, la colpocèle postérieure est occupée uniquement par la rectocèle, alors que lorsque la rectocèle est vide, il existe une descente du compartiment péritonéal, puisqu'il existe ici une entérocèle. Pardon. Ces prolapsus peuvent être gradés par rapport à la ligne pubo-coccygène, qui est la plus simple et celle que j'utilise. On peut aussi utiliser la ligne médio-pubienne dans l'axe de la symphyse pubienne, et on mesure les prolapsus soit perpendiculairement, soit verticalement par rapport à cette descente. Ici, une cervicocystoptose de stade 3, une descente de l'utérus de stade 3, une entérocèle de stade 3 avec le prolapsus dont nous avons parlé. La colpocystodéfécographie fournit en outre un certain nombre de renseignements fonctionnels dont certains manqueront avec l'IRM dynamique. L'IRM dynamique, elle, ne nécessite qu'une opacification du vagin et du rectum avec du gel d'échographie. On utilise le contraste spontané de la vessie. Elle implique des explications importantes et une répétition des manœuvres que j'effectue moi-même depuis maintenant 1998 en début d'examen sur la table. Enfin, donc on réalise des clichés avec des coupes dynamiques. Vous voyez ici la vessie qui descend avec une importante cervicocystoptose. Vous voyez ici l'utérus qui descend en avant du fond vaginal et la vidange rectale qui s'accompagne d'une part d'une rectocèle, puis une vidange complète avec un prolapsus rectal interne. Ces prolapsus peuvent être très importants chez cette patiente hystérectomisée. On voit la descente vésicale, la vidange du vagin et l'apparition progressive d'une volumineuse entérocèle ici qui peut être méconnue à l'examen clinique, car vous voyez que dans cette colpocèle postérieure, il existe une volumineuse rectocèle qui est, à vrai dire, parfois le seul élément palpable. Surtout, lorsque cette érythrocèle est très fine, chez une patiente qui n'a pas été hystérectomisée, vous avez la descente de vessie, vous avez ici l'hystérocèle, et au-dessus de la rectocèle, il existe une très fine érythrocèle qui peut être méconnue lors de l'examen clinique, ce qui était le cas chez cette patiente. Je présente le même exemple d'une autre patiente ici encore, et on sait que chez ces patientes, en particulier
avec antécédents de colposuspension et d'hystérectomie, ces érythrocèles sont fréquentes. Les examens de la colpocystodéphécographie et de l'IRM dynamique permettent tous les deux d'apprécier le prolapsus rectal interne ou intussusception rectale, dont on sait qu'il n'est pas pathologique lorsqu'il est uniquement rectal, mais qu'il le devient lorsqu'il a un prolongement intra-anal. Il y a la classification connue d'Oxford qui permet de les grader. Voici ici chez deux patientes différentes, l'un avec la radio, l'autre avec l'IRM, des images qui sont identiques d'une petite rectocèle et d'un prolapsus rectal interne intra-anal complet dans les deux cas. On a accusé l'IRM de méconnaître un grand nombre de prolapsus rectaux internes. Il est vrai que la colpocystodéphécographie et la déphécographie radiologique restent le gold standard pour les prolapsus rectaux internes. On voit aussi ici sur la même image qu'au contact des prolapsus rectaux internes, il existe à chaque fois une érythrocèle dont le prolapsus est souvent la sentinelle. Pour résumer, l'IRM dynamique vis-à-vis de la colpocystodéphécographie, elle a des facteurs négatifs qui sont la réalisation en décubitus, les prolapsus sont minorés d'environ 10%, et dans 10% des cas, il est impossible d'obtenir une défécation en décubitus. Elle ne comporte pas d'études mictionnelles, elle minore les prolapsus, elle est imprécise pour la pathologie anorectale, elle minore les rectocèles du fait de l'utilisation de gel échographique beaucoup plus fluide que la pâte que l'on utilise pour les défécographies, ce qui modifie la vitesse et la qualité de la vidange rectale. Elle a des plus. C'est un contraste vésical spontané, il n'y a pas de sondage comme en radiologie, elle est rapide, 20 minutes, et elle est recommandée pour les obèses parce qu'on ne voit rien avec les radios. Elle voit les fines érythrocèles que méconnaît la colpocystodéphécographie. Elle permet une étude morphologique pelvienne simultanée, en particulier de l'endomètre, chez des patientes souvent obèses qui présentent un risque à ce niveau. Enfin, elle présente une étude des tissus mous et des tissus de soutien, possible dans les trois plans de l'espace et sans irradiation. Elle permet de voir les complications des prothèses. Ici, une prothèse de promontofixation qui va jusqu'au promontoire, sans de type normal. Et autant j'ai montré des images d'échographie pour les bandelettes, car pour leur position et leurs complications mécaniques, autant l'IRM n'a aucun intérêt pour les bandelettes, sauf lorsqu'est soupçonnée une altération inflammatoire ou infectieuse. On voit ici une bandelette IVS en noir, entourée d'une gangue grise correspondant à l'inflammation de la prothèse. Pour terminer, je parlerai des moyens de soutien en disant qu'il y a le faisceau iliococcygien ici qui tire vers le haut, qui est une sorte de diaphragme, un support, et qui a un mouvement crânio-caudal, alors que le puborectal qui enserre le hiatus urogénital a lui une fonction sphinctérienne avec un mouvement dans le plan axial. L'IRM morphologique peut voir de multiples lésions de ces moyens de support. Ici, une rupture du faisceau droit du puborectal. Ici, j'ai mis un iliococcygien normal. Et là, un iliococcygien, c'est une patiente présentant une volumineuse érythrocèle avec un amincissement considérable et surtout une inversion de courbure en poussée de l'iliococcygien. Donc, tous ces éléments des moyens de soutien sont bien visibles et pour l'instant, hélas, sans aucune traduction de correction chirurgicale. Puisque la chirurgie s'attache à remettre en place les organes, mais pas à corriger les éléments de soutien défaillants naturels. Il y a des points importants à noter pour le chirurgien. Cet examen est patient et opérateur dépendant. Le chirurgien doit détecter les erreurs techniques ou les limites de l'examen, c'est-à-dire qu'une vessie trop pleine ou une exonération incomplète doit attirer son attention, et lorsque la vessie est remplie comme un ballon de foot, on comprend que, évidemment, les autres prolapsus ne vont pas tomber dans le panier de basket en dessous. Tout examen sans défécographie est suspect, c'est-à-dire que les IRM dynamiques dites en poussée sont, à mon avis, des examens qui n'ont pas lieu d'être. Le recours à la défécographie radiologique, si un prolapsus rectal interne est suspecté, doit se faire. Enfin, la colpocystodéphécographie
loupe un certain nombre d'érythrocèles. Ma diapo de conclusion montre que l'imagerie dans les prolapsus pelvi-périnéaux est une aide à la stratification, permet en particulier une étude des colpocèles postérieurs, permet une étude des lésions associées, prolapsus rectal interne, volume de l'utérus, lésions de l'endomètre. C'est un support d'explication pour la patiente. Et enfin, c'est un document qui peut éventuellement être médico-légal. La question des indications ne m'appartient pas. Néanmoins, lorsqu'il existe une cystocèle isolée, est-ce qu'on peut se passer d'imagerie pour traiter isolément cette cystocèle en sachant qu'elle va favoriser l'apparition ultérieure d'une colpocèle postérieure ou d'emblée réaliser une correction des 3 étages avec un risque médico-légal éventuel, sans savoir s'il existe une anomalie postérieure? C'est le problème des colpocèles postérieures avec l'érythrocèle qui peut être manqué par l'examen clinique. Enfin, est-ce qu'il faut faire une voie basse s'il y a une grande érythrocèle? Quoi qu'il en soit, il existe de multiples séries qui montrent que de 1/4 à 2/3 des cas, il existe, après l'imagerie, une modification de la stratégie chirurgicale. C'est dire l'importance des réunions de concertation pluridisciplinaires. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair. On va donner la parole à Marie-Pascale Morel pour animer la discussion. Marie-Pascale Morel est radiologue, elle travaille à l'hôpital Saint-Joseph dans l'unité de plancher pelvien et elle va nous faire part un peu de ses commentaires sur ce que vient de dire Jean-François Laprès. Bonjour, je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir permis, Je remercie les organisateurs de m'avoir invité et de me permettre de parler après Jean-François Laprès. Bien qu'à vrai dire, je ne sais pas trop quoi rajouter après son exposé, d'autant plus que depuis que je m'intéresse à la statique pelvienne, l'ouvrage qu'il a écrit maintenant il y a une 20aine d'années est mon instrument de travail principal. J'ai essayé de vous résumer ce qui vient d'être dit sous une forme de take-home message. L'IRM vous avez bien compris que le problème se pose dans le choix de l'imagerie et entre l'IRM et la défécographie. Les avantages de l'IRM dynamique, c'est sans doute une étude supérieure et en tout cas équivalente pour l'étude du compartiment antérieur et moyen. Elle permet aussi l'étude des tissus de soutien, les désinsertions, les hernies du lévateur ani et l'étude des viscères pelviens. Mais, comme cela a été dit, elle se réalise en décubitus, qui n'est pas une position physiologique. Les critères de réussite ne sont pas toujours obtenus, sachant que le critère de réussite principal est la vidange rectale. Et puis, il y a des contre-indications. La défécographie est sans doute supérieure pour l'analyse des troubles de la statique rectale. Elle a le grand avantage de se réaliser en position assise. Elle permet le temps cystographique, mais c'est un examen qui est plus invasif, qui est plus long, ça a été dit aussi, et qui irradie encore beaucoup. Voilà. Nous, dans notre hôpital, on pratique les réunions de concertation pluridisciplinaires. On se rend compte que parfois, on a besoin des 2 examens et qu'ils sont parfois complémentaires. Je vous propose 2 exemples de cliniques. Le premier cas concerne une jeune fille de 19 ans. Elle était jeune, donc on n'a pas voulu lui faire une défécographie. Elle était adressée par les gastro-entérologues pour une dyschésie, donc une douleur et une difficulté au sel. Elle avait des glaires, du sang, et en endoscopie, elle avait une rectite ulcérée. Donc se pose le problème, est-ce qu'il s'agit d'une MICI ou alors d'un ulcère solitaire du rectum. Donc on a fait l'IRM. J'espère que ma vidéo va marcher.
Je vais appeler l'appariteur peut-être. Bon, on a fait l'IRM, la jeune fille a bien joué le jeu, a poussé, mais n'a pas réussi à vider son rectum. On s'est dit qu'il fallait vraiment aller jusqu'au bout et faire un examen complet, donc on a fait finalement la défécographie. Donc l'IRM n'a pas permis de répondre puisque la vidange rectale n'était pas réalisée. Je ne sais pas pourquoi ça ne part pas. Bon, je vais passer à l'autre, c'est celle-là. Dans le lot, c'est celle-là. Non, ça c'est la défécographie, mais on va la montrer directement. Donc je vous montre l'examen qui a été fait, qui finalement a été contributif. Et je vais demander... Voilà, c'est celle-là, donc on va la lancer. Donc il s'agit de la défécographie qui montre bien qu'il y a un trouble de la statique rectale avec une intussusception recto-anale et une mélitrocèle. Voilà. Je vous laisse sortir. Deuxième cas clinique. C'est les vidéos qui... C'est les ordinateurs qui n'aiment pas les vidéos. Oui. Alors, il s'agit d'une femme jeune également, 32 ans, adressée également pour dyschésie et qui était obligée de réaliser ce qu'on appelle des manœuvres périnéales, qui était obligée d'appuyer sur son périnée pour réussir à vider son rectum. On a fait une IRM. Alors, l'IRM dans le plan sagittal, je vous la repasse, qui ne montre rien de très particulier. Elle commence à vider son rectum, mais on ne met pas en évidence d'anomalies notables. L'avantage de l'IRM, c'est les 3 plans de l'espace. On a pu réaliser une séquence dynamique dans le plan coronal. Et on met en évidence, c'est vraiment... Vous allez voir une volumineuse hernie du lévator ani latéralisé à gauche. Ouais. Je voulais l'arrêter au moment de l'image. La même image dans le plan axial. Vous voyez la volumineuse hernie qui fait saillie, qui monte dans la loge ischio-rectale gauche. Voilà, juste pour illustrer les avantages de l'IRM pour les études des tissus de soutien. Voilà, donc juste un dernier mot, mais ça a déjà été dit. Je voulais juste insister sur le fait que les troubles de la statique pelvienne sont des troubles fonctionnels avec une grande variabilité de la corrélation radioclinique et qui nécessitent une grande prudence dans l'interprétation des images. D'où l'intérêt des réunions de concertation pluridisciplinaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Morel. Donc avant de donner la parole à la salle, je voudrais vous faire remarquer, parce que beaucoup de gens ici ont moins l'habitude, vous avez vu que c'était quand même quelqu'un de 19 ans et 32 ans. Et je crois qu'on peut retenir d'abord l'exposé de Jean-François Laprec, extrêmement complet, mais le commentaire qu'a fait Madame Morel, que j'ai découvert avec vous, c'est que l'indication de l'imagerie est essentielle lorsqu'il y a une discordance entre l'examen clinique et la symptomatologie de la patiente, et en particulier dans ces troubles postérieurs de patients qui sont étiquetés parfois à 19 ans de psychiatrique parce qu'elles ne vont pas à la selle. Et on a des histoires comme ça d'ulcères solitaires, on n'est pas du tout là dans le domaine de l'urologie, qui n'ont pas été reconnues. Et j'ai même eu des histoires, et on en a publié avec Patrick Atienza, de jeune homme de 16 ans et demi, qui a été traité pour une rectocolite hémorragique, alors qu'en fait il avait un énorme trouble de la statique pelvienne. Et on rentre là dans un complexe encore plus qui nécessite de faire des réunions de pelvipérinéologie complexe, c'est que bien souvent il y a voire des sévices sexuels et des antécédents psychiatriques compliqués. Et voilà, c'est juste un commentaire sur cette imagerie qui n'est pas évidemment, qui ne parle pas du tout des problèmes psychiatriques, vous n'êtes pas encore là, mais on donne la parole à la salle sur l'imagerie qui, certes, n'est pas indispensable pour tous les patients, mais peut rendre service dans ces cas complexes, d'une part clinique au début et d'autre part dans les récidives. Monsieur Dubois.
le micro, s'il vous plaît. Est-ce que ces examens sont bien supportés? Parce que je me souviens que quand on envoyait faire une colpocystographie à Béthou, les femmes revenaient assez furieuses en disant que c'était un examen extrêmement pénible et qui était mal supporté et humiliant. Qui sont la panacée de services spécialisés, quoi. C'est sûr que le radiologue qui fait un viscérogramme, enfin un colpocystodéphécographie tous les mois, l'équipe n'est pas au point. Quand on a l'habitude, ça dure 40 minutes, c'est un examen qui est un peu désagréable, comme quand elles sont en IRM allongées, qu'on leur demande d'obtenir une exonération. Mais là, tout le rôle, c'est justement le radiologue, c'est celui du radiologue de mettre en confiance les patientes. Mais sur le plan de la douleur, il n'y en a aucune. Oui. Oui, bien sûr. Si vous voulez, moi je peux répondre. Vous savez que les diaconesses ont été les élèves de M. Béthou, puisque finalement a succédé à M. Béthou Marilyn Zafiropoulos, qui est ensuite allée à Toulouse et qui a pris sa retraite et qui est donc une des papesses, si je puis dire, du colpocystogramme. Et il est clair que tout réside dans l'ambiance, y compris avec les infirmières, la lumière un peu baissée, une ambiance radiologique particulière. Mais quand on avait, je ne sais pas pour ceux qui ont connu peut-être cette Marilyn Zafiropoulos, le charme qu'elle avait, les patientes revenaient et ont accepté. Moi j'ai eu plusieurs patientes qui ont accepté d'en faire 3-4. Ça c'était avant l'IRM. L'IRM pose un problème, c'est effectivement que la patiente admette d'aller à la selle sur une table allongée. C'est pas toujours très facile à faire comprendre, mais si c'est bien expliqué au départ, ça pose pas de problème. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est relativement bien accepté maintenant. François, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'était demander, est-ce que vous avez commencé à faire des études sur l'évolution des examens? Est-ce qu'il y a encore des gens qui font beaucoup de colpocystogrammes classiques? Est-ce que l'IRM se développe? Est-ce qu'il y a une notion d'économie de la santé plutôt que d'additionner les examens sur le remplacement des examens? Je crois qu'on est tous les deux d'accord, on en a parlé. On est quelques dinosaures à faire encore de l'exploration radiologique. Moi, je suis à Lyon, maintenant il n'y a plus personne à Grenoble, donc je fais toutes celles de Grenoble qui viennent à Lyon. Petit à petit, on va s'éteindre comme des bougies qui n'ont plus de cire, et c'est incontestable que l'IRM... mon seul commentaire, François, si tu es d'accord... D'abord parce que c'est plus facile, d'abord parce que les équipes sont formées, il faut former des techniciens, voilà quoi, donc... Si tu es d'accord, bien que je ne sois pas radiologue, je ferai le commentaire suivant. Je pense que le colpocystogramme a vécu. Par contre, la défécographie, alors on n'est pas rentré dans le détail ici, mais c'est-à-dire avec de mettre de la barite avec de la fécule de pomme de terre, c'est-à-dire de réaliser vraiment une défécographie. Chez certaines patientes qui n'arrivent pas à montrer en IRM, et votre exemple l'a bien montré, on a besoin d'une défécographie, qui est un examen, alors là, qui est encore plus traumatisant psychologiquement, parce qu'on vous demande carrément d'aller à la selle dans le cabinet de radio, c'est une ambiance bien particulière, mais ça reste, moi je regrette beaucoup, si tu veux, que d'ici quelques années, plus personne ne saura faire de défécographie, et je te pose alors là une question, est-ce que j'ai vu qu'il y avait des IRM en position assise, est-ce que cette antenne spécialiste d'IRM va se développer ou va coûter beaucoup trop cher et s'étirer et ça sert à rien? C'était un Suisse qui s'appelle Bercheguer qui a fait ça il y a au moins 15 ans, avec une IRM ouverte de General Electric qui était à titre expérimental, à ma connaissance, c'est pas diffusé actuellement, et je pense pas que le marché de l'IRM s'oriente vers des IRM ouvertes sur le plan, enfin je veux dire, sur le plan de la rentabilité pour faire des défécographies, quoi. J'en doute chez General Electric, Siemens ou Philips. Vous voulez rajouter quelque chose, François, un commentaire. Oui, merci Richard, merci pour ces deux exposés. Moi, l'IRM est un fantastique examen. Juste un bémol sur les faux positifs en matière de prolapsus vésical. Moi, je suis parfois extrêmement agacé quand je vois le radiologue qui répond qu'il y a une cystoptose ou un prolapsus de la vessie parce que cette pauvre vessie a eu le malheur de descendre en dessous de cette fameuse ligne pubocoxygène. Et là, comme un oukase, chère madame, vous avez la vessie basse, elle revient voir son chirurgien et malheureusement, parfois, on se rend compte même qu'elle vient nous voir pour un deuxième avis après avoir été opérée d'un prolapsus qu'elle n'a jamais eu. Donc, il faudrait quand même revoir cette notion de classification entre une notion de vessie basse ou de vessie prolabée. Et il y a une véritable confusion dans la notion de cystoptose, d'une vessie qui peut être effectivement un petit peu basse, mais qui n'est absolument pas une cystocèle, donc qui n'est surtout pas prolabée à l'intérieur du vagin, ce qui provoque la gêne. Et je crois que vraiment, véritablement, sur le compartiment antérieur, il y a un vrai progrès à faire parce qu'on a un nombre de faux positifs
notamment dans des cabinets de radiologie qui sont peut-être parfois un petit peu moins expérimentés que les deux vôtres, et qui conduisent, a fortiori quand le prescripteur n'a pas forcément examiné la malade, parce qu'on a aussi ça, l'IRM, en substitution de l'examen clinique, et là on aboutit véritablement à des catastrophes. Donc, help. François, on ne peut pas accuser un examen parce qu'il est mal interprété. Je veux dire, ta critique ne remet pas en cause la validité de l'IRM. La stadification quand même. Il y a un travail de Simplement, stadification. il y a une stadification qui est connue ou pas connue du radiologue. On sait très bien qu'une cervicocystoptose de stade 1, c'est-à-dire qu'une descente de la vessie de moins de 300, enfin jusqu'à 3 cm en dessous de la ligne pubocoxygène, qu'on prenne une verticale ou une orthogonale, est une descente physiologique chez une femme qui a eu un ou deux enfants, voire même pas du tout. Il est évident qu'on ne retient comme descente de vessie, pour dire à la patiente, que les cervicocystoptoses de stade 2 fort, c'est-à-dire qui commencent à partir de 4,5-5 cm en dessous de celles qui vont arriver à 6 cm au niveau de l'introïde, quoi. C'est-à-dire que là, c'est des stades 3 de l'ancienne classification. Oui. On va être obligé d'arrêter, mais pour résumer, vous posez la question de la corrélation clinique-radiologie. Cette corrélation, effectivement, n'est pas validée, et quand on prend les conférences internationales actuelles, l'IRM est très en vogue dans nos congrès internationaux, que ce soit de l'ICS ou la Yuga. Actuellement, on voit que c'est opérateur dépendant. J'ai récemment visité un centre que François connaît bien, qui est à Dallas. Ils ne vivent que par l'IRM, mais parce qu'ils ont leur radiologue, leur réunion et leur discussion avec un médecin qui a examiné la patiente. Donc c'est cette corrélation en réunion multidisciplinaire. Donc je crois que vous l'avez bien dit, et effectivement, on sait que ce n'est pas standardisé actuellement. Et pour revenir à l'historique de la ligne, elle vient de la descente du col. À l'origine, McGuire, qui avait étudié le col vésical pour les incontinences. Puis on a attribué ça aux autres organes, sans effectivement aujourd'hui qu'on sache très bien comment le corréler. Voilà. On va être obligé de passer au sujet suivant, mais je pense qu'on en reparlera, parce qu'on revient sur le même sujet après. Et donc je te laisse présenter Bernard. Bon, je rappellerai quand même, pour faire plaisir aux plus anciens ici, que M. Cormier, du moins, disait on n'opère pas une image. Donc, messieurs les chirurgiens, à un bon entendeur, salut.